Bienvenue à tous dans Nouvelle École et désolé pour ma longue absence. Il m'est arrivé diverses aventures sociales, professionnelles, médicales, ce qui m'a forcé à ralentir le rythme. La Nouvelle École repart sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, j'accueille Candice Gasperini, une entrepreneuse française qui a créé puis vendu Bricool, la conciergerie du bricolage en ligne, en moins d'1 an. On va en parler tout au long de l'épisode, mais Candice n'a pas le profil type de l'entrepreneur. Elle a 37 ans, elle a une fille, et à 35 ans, elle a décidé de tout plaquer pour ne pas avoir de regrets. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou SoundCloud en cherchant Nouvelle École si c'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne raterez aucun épisode et puis ça m'aide beaucoup. Merci et bonne écoute. Pour te dire... On va pas dire à tout le monde que j'ai pas pris de drogue parce que c'est vraiment la loose. Tu crois ? Ça casserait ton image d'entrepreneur ouais. Tendance... Je sais pas parce que... move déjà, fast, tu vois, break things. Normalement, si tu t'étais entrepreneur dans cet écosystème-là, t'es blanc, jeune, homme... de 25 ans. T'es moi, quoi. Allez, 28. Voilà, je suis toi. Je suis toi ou je suis Adrien. Ouais. Tu vois, je sais pas, moi. Pourquoi ? L'interview a commencé, là, parce que là, tu dis des trucs... Ah, pourquoi parce que c'est intéressant, ce que tu dis. Pourquoi déjà, on n'est pas beaucoup de femmes. En plus, on est assez âgés. Enfin, on était assez âgés toutes les deux. Et tu vois, quand on a rencontré Oussama Hamar... il a accepté de nous voir. Il nous a dit on lui a pitché notre truc. On lui a montré notre super plateforme codée, qui était juste un espèce de Airbnb basique, mais dont on était hyper fiers. Et le mec nous dit ok, super. Donc ça, vous me le jetez à la poubelle. En gros, votre projet, why not? Mais vu votre profil, soit vous êtes dingue, soit vraiment vous y croyez à mort. Et dans les deux cas, ça m'intéresse. Et il avait raison parce qu'il disait il y a très peu de nanas. Des nanas de 30 ans, des gens de 30 ans en règle générale, il y en a très peu, parce que c'est l'âge vraiment où tu tisses tes racines, quoi. C'est-à-dire tu te poses, tu prends ton CDI, prends ton tu appart construis sur 20 ta ans. maison, tu l'achètes, tu vois, t'as tes gosses, tu les mets à l'école, dans les écoles privées, t'as investi, etc. Et vous étiez plus en mode, vous avez détruit voilà. tous les trucs. Et lui disait, soit t'as 25 dans cet écosystème, soit t'as 50. Et il y a des gens à 50, il y a plein d'entrepreneurs à 50, ou à 45, il y en a plein à 25, il y en a très peu dans la trentaine des femmes, et puis en plus moi j'avais ma fille, du coup c'est très rare. Alors du coup c'est le bon moment pour introduire le podcast. Je suis donc avec Candice Gasperini. Bonsoir Candice. Bonsoir Antonin. Parce que donc c'est la première fois que l'introduction ne sera pas moi qui présente l'invité. Donc Candice, on a parlé de justement toutes tes histoires d'entrepreneuse. On dit entrepreneuse ou pas ? Ah oui. Donc de Bricool, oui. Que t'as vendu récemment. Et donc t'as annoncé la vente récemment. Mais comme tu le dis, on va aussi parler de ce qui est assez original chez toi, c'est que tu n'as pas 25 ans, tu n'es pas un homme blanc. T'as 37 ans, ouais. Et t'as une fille. Ouais. Et en fait, avant, t'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. Pas du tout. T'étais dans quoi ? J'étais journaliste reporter d'image. C'est journaliste réalisateur de reportages télé. Pendant 9 ans, c'est ça ? Ouais. Et ça te plaisait ? Oui, j'adorais ça. Ouais, j'adorais. En fait, j'ai toujours adoré l'image. Sur l'esthétique de l'image et le storytelling, les histoires à raconter. Et je trouvais que tu pouvais changer le monde avec un documentaire. Donc moi, j'avais fait des études pour devenir documentariste. C'était quoi les études pour devenir documentariste ? C'était histoire contemporaine, relations internationales à la fac. Et puis après, tu fais un DESS. Je vois ton bras là qui bouge, qui ballotte. Je sens que le verre va partir. Après, tu fais, alors ce qui s'appelle dans les années 2000, ça s'appelait un DESS, qui aujourd'hui s'appelle un Master 2, je crois. Ouais. De documentaire, de réalisation documentaire. Au sortir de là, t'as une super culture, tu sais rien faire, mais t'as une super culture documentaire. T'as rencontré plein de gens qui t'ont fait rêver, qui ont parcouru le monde, qui ont à chaque fois pointu du doigt un vrai problème. Et du coup, tu t'as qu'une envie, c'est d'aller toi raconter des histoires et montrer où est-ce que ça va pas en fait. Et t'es allé raconter des histoires ? Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de stages pour essayer de raconter des histoires, parce qu'il faut aussi de l'argent et un background. Et j'ai jamais trouvé de vrai boulot dans le documentaire. En revanche, je l'ai trouvé dans la télé, dans l'alimentaire. Donc dans le reportage, un petit peu le petit frère dont t'as honte, le reportage. Le reportage, c'est que le fait dire que le format est plus court, c'est ça ? En fait, le reportage, alors on dit que le documentaire, c'est un point de vue, c'est le point de vue d'un auteur sur le monde, un peu comme un roman, un écrivain. On va dire que le reportage, c'est un peu ce que tu lirais dans un magazine papier. Voilà, c'est la différence, c'est-à-dire que ça se veut beaucoup plus objectif, ça l'est pas, hein, mais ça se veut plus objectif. Et c'est plus formaté. Et c'est souvent pour des programmes très installés en télé. Et ça a une connotation un peu moins noble. Tout à fait.
Ouais. C'est vraiment, voilà, tu fais du reportage, tu fais pas du documentaire. Documentaire, tu fais du film. On appelle ça un film documentaire. D'accord. Voilà, c'est pas. Il y a un côté artiste. C'est ça, il y a un côté artiste, ouais. Et toi, donc, t'as pas pu faire ça? Moi, j'ai pas fait ça. J'ai même pas poussé très loin les stages parce qu'au final, on te proposait d'être, comme tout bon artiste, pauvre très longtemps. Et en fait, j'ai préféré aller voyager pendant assez longtemps. Et quand je suis revenue, le seul boulot que je trouvais, c'était en télé et du journalisme de base. Et ça te plaisait pas? Alors, ça me plaisait. En fait, ce que je trouvais génial, et qui est pour le coup génial dans cette profession-là, c'est que tu ne sais jamais de quoi le lendemain sera fait. Donc, tu rencontres énormément de monde. Et t'es toujours projeté dans des univers où tu n'aurais strictement rien à faire. Tu vas être avec un politique un jour, un chef cuistot le lendemain, une famille qui vit du RSA le surlendemain, dans une région que tu connais pas en France. T'es toujours projeté, tu vois. J'ai fait parfois des reportages sur les telenovelas, donc j'étais dans les studios au Brésil, et puis la fois d'après, ça va être sur des pêcheurs de saumon sauvage en Écosse. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont... Jamais de ta vie, normalement, tu te retrouves avec ces gens, à leur parler et à leur poser des questions sur leur vie. Donc ça, c'est génial. Pour quelqu'un qui, voilà, t'es un peu curieux, c'est une opportunité extra. Après, ce que ça devient, c'est autre chose. C'est-à-dire, ça devient un produit télé. Et donc, tu le donnes à ta prod, tu le montes, et là, t'as le point de vue de plein de gens. De plein de gens. Donc, t'as le point de vue, et le premier de ton red chef. Leur avis, et là, ça devient, plus, là, t'en as honte. Là, t'en as clairement honte. C'est-à-dire que le premier, c'est un red chef qui comprend déjà pas ce que t'as voulu montrer et qui s'en fout parce que ça va pas faire de chiffres, hein. Clairement, on te dit, non mais Madame Michu, elle s'en fout de l'international, en fait. Tu vois, elle veut savoir ce qui se passe au coin de sa rue. C'est la phrase typique. Donc ça, c'est le premier échelon. Puis après, t'as le best of the best, t'as le directeur, tu vois, des programmes. Ouais. Alors là, il te saccage parce que lui, il sait ce que Madame Michu, elle veut voir. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un sujet qui est complètement déformé, qui montre des choses qui sont absolument pas intéressantes, qui caricature tous les traits, parce qu'en fait, comme le format est très court, il faut que tu caricatures le trait, sinon on ne comprend pas l'histoire. Donc, t'es jamais dans la finesse. En tout cas, pour mes reportages, j'étais jamais dans la finesse. Ce qui explique donc l'exagération permanente de ce qu'on voit à la télé. C'est obligé. Dans ces formats-là, c'est un peu obligatoire. Et puis, en plus, quand j'ai commencé, c'était en 2005, jusqu'en 2014. Sur les 10 ans, la télé, c'est vachement formaté. C'est-à-dire qu'au début, tu avais à la rigueur un peu de l'opportunité de raconter des choses de manière un peu personnelle. Et puis, plus ça allait, plus en fait, on avait cette voix off qui devait être comme ci, comme ça, raconter les choses comme ça. Et puis, certains ont posé des normes, même si ça posait la norme de tu dois décrire avec ta voix off tout ce qui se fait à la télé. Comme si on était un peu complètement teubé et que Jérôme fait la cuisine. Voilà. C'est-à-dire, on aurait pu ils ont faire mis toutes les mêmes voix off qu'il y avait dans Koh-Lanta. On aurait pu faire une figure de style sur Jérôme fait la cuisine. Pas du tout. On t'explique que Jérôme est en train de faire la cuisine. Et donc, ça a donné un format, et petit à petit, ça s'est calé à plein de reportages télé. Et après, il y avait de moins en moins de liberté sur le travail, sur le fond, sur la forme. Et c'est le manque de liberté qui t'a fait. Ouais, c'est vraiment le manque de liberté. En fait, à chaque fois que j'arrivais avec une idée de sujet ou un projet, et toujours très souvent, ça m'arrivait de me faire retoquer en me disant mais on s'en fout, ça n'intéresse personne. Ouais, un truc qui serait inconcevable dans le genre d'univers où t'évolues maintenant. Eh ben, c'est tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Et du coup, t'as switché en fait, comme on dit maintenant. Alors, je voulais faire du web documentaire parce que j'imaginais que sur le web, il y avait un espace de liberté, donc j'ai fait le wagon. Enfin, j'ai fait des choses et du coup, j'ai fait le wagon. Le wagon qui est donc le bootcamp pour apprendre à coder. Voilà. Donc j'ai interviewé Boris. Le premier épisode de Nouvelle École, c'était Boris. Boris, super projet. Dédicace. Il change la vie de plein de gens. Ouais, tu sais que c'est le wagon, c'est l'exemple de boîte que je donne à tout le monde quand je dis, voilà ce que c'est pour moi une super boîte, quoi. C'est clairement. Les mecs qui font un truc qui change la vie de plein de gens. Sans prétention, mais ça grossit vachement. C'est hyper bien fait quand t'as été élève au wagon, tu vois à quel point c'est hyper bien fait. Et moi, c'est vraiment le genre de boîte que j'aimerais monter, tu vois. Beaucoup plus que monter Uber. Je pense que c'est vraiment un exemple. Enfin, pour moi, c'est vraiment un exemple. En plus, ils y arrivent à leur rythme. Bon, ils ont même pas eu besoin de lever de fonds. Ouais, c'est cool. Ils sont super soudés. Ils ont des profils très complémentaires. Moi, puis c'est l'éducation. Je pense que l'éducation, c'est vraiment le truc fondamental sur lequel on peut vraiment faire des choses importantes maintenant. Et c'est cool d'avoir ça en France, à Paris. Et puis surtout, ils permettent à des, tu vois, enfin, moi, ce que j'aimais dans le wagon, c'est qu'ils permettaient à des gens comme moi, c'est-à-dire qui étaient pas sortis d'école de commerce, pas à 25 ans, de pouvoir recommencer leur vie, en fait. Chaque fois que tu dis des gens pas comme moi, tu cites moi, en fait. Ouais, c'est ça. 25 ans sortis d'école de commerce. C'est ça. Et donc, en fait, t'as fait ça à quel âge, en fait, le wagon? 33 ans, ça? Oui. Ouais.
30. Tu sais que c'est un âge charnière en fait pour un les âge symbolique. Ouais. C'est la mort de c'est la résurrection de Bruce Lee, de Balavoine et de Jésus du coup, ouais. Exactement. Qui est ressuscité pour le coup. Comme toi en fait un peu. C'est ça. Ouais. Et du coup après parce que j'ai vu que t'étais aussi allé chez The Family faire une formation. Oui. J'ai fait la formation Growth Hacking à The Family. Et ton but à ce moment-là, c'était de faire du web documentaire? Alors, en fait, quand je suis rentrée au wagon, j'ai complètement switché. J'ai mis du temps à comprendre ce que j'y faisais et pourquoi et où allaient tous ces gens. Je comprenais pas parce que je connaissais vraiment que mon univers. Attends, qu'est-ce qui a fait que t'es allé au wagon? T'en as entendu parler comment? En fait, je voulais. Alors, c'est en fouinant dans les profils de mecs, de journalistes que je suivais, que j'aimais bien. En stalkant sur Facebook. Voilà, exact. C'est pas sur Facebook, mais du coup, je vais pas dire son nom, mais parce qu'il le sait certainement pas, mais c'est un journaliste de rue 89, je crois, et que je trouvais assez pertinent dans pas mal de choses, et qui avait fait le wagon. Et du coup, en stalkant son profil, j'ai découvert le wagon. Il se reconnaîtra, du coup, il doit pas y en avoir... Ouais, certainement. D'accord, donc t'as découvert le wagon. Ouais. Tu t'es dit, c'est pour moi. Et en fait, je voulais apprendre à coder depuis des années. Enfin, vraiment, c'était C'est vrai ouais, je pense que... Pourquoi? Enfin, j'avais même fait un blog en 2007, j'avais commencé un peu du HTML, CSS. Je sais pas, j'avais une espèce d'attraction pour le langage, quoi, pour le web. Et le visuel aussi, du coup. Et le visuel, ouais. Et en fait, ce qui me manquait dans mon métier à la base, c'était tu vas être seul aux manettes de quelque chose, et puis en fait, t'es pas obligé d'attendre l'autorisation de quelqu'un pour le faire. Je remets le micro devant toi. Donc, t'es pas obligé d'attendre qu'on te donne le droit de faire quelque chose, qu'on te donne le droit de diffuser quelque chose, de montrer ce que t'as envie de montrer. Donc, du coup, t'es seul aux manettes, tu vas te démerder. Et en fait, c'est vraiment c'est vraiment ce qui, moi, m'embêtait dans mon boulot et que j'allais chercher au wagon. C'est-à-dire, bah, tiens, puisque tu vois, à chaque fois, on me restreint à des formats complètement cons, je vais aller faire mes web docu à moi, puis je ferai de l'alimentaire à côté, mais sur le net, je ferai ce que je voudrais. Et du coup, en rentrant au wagon, il y avait aucun journaliste, donc il y avait que des gens qui venaient d'ailleurs. Et c'est la richesse du truc, c'est-à-dire qu'à un moment, tu te rends compte que t'arrives là et on te dit, bon, et toi, tu veux faire quoi? Mais pourquoi je peux faire ce que je veux? Bah, bien sûr. Mais comment je peux faire ce que je veux? Bah, tu montes ta boîte, tu fais n'importe quoi. Enfin, tu t'en s'en fous, tu fais ce que tu veux. C'est quoi ton projet? Et là, je trouvais ça dingue. Je me dis, mais comment, Et du coup, je descendais, parce qu'à l'époque, le wagon était à The Family. Je descendais, T'avais des conférences en bas et t'avais Anyone can be an entrepreneur. Tu vois, c'est une espèce de claque à 33 ans où tu te dis, mais en fait, vraiment, je peux faire vraiment ce que je veux et me démerder toute seule. C'est intéressant parce que ça montre à quel point, encore, maintenant sûrement, on est peut-être de moins en moins, mais on est encore complètement conditionné par l'environnement, nos études. Oui. Et t'arrives sur une filière, en fait, et tu penses que tu peux pas aller dans d'autres filières. Et ce que font ces boîtes comme le wagon, The Family, etc., c'est qu'elles te montrent qu'en fait, tu peux faire absolument ce que tu veux. C'est exactement ça. En apprenant des nouvelles choses. Ouais. Et du coup, l'expérience le wagon, alors? Bah, en fait, je pense que le wagon m'a permis de comprendre que tu pouvais apprendre à apprendre. C'est-à-dire te démerder pour apprendre des choses tout seul, en fait. Donc, Pourquoi tu crois que c'est un truc qu'on n'a pas plus naturellement, ça? Mais on t'apprend pas... tu vois, j'ai une petite fille de 6 ans, on lui apprend pas à apprendre toute seule. En fait, on lui apprend à être sur des rails et à suivre le chemin. Et on va lui dire qu'à chaque fois, tu vas poser cette brique, et puis tu vas poser celle-là, puis tu vas arriver là. Elle sait même pas pourquoi elle fait ça. Elle apprend pas à apprendre. Elle apprend des choses. Et c'est la première fois, bah c'est même hyper déstabilisant, toi tu l'as fait, donc quand t'arrives au wagon, moi pendant 2 semaines, je comprenais pas ce que je devais faire. C'est-à-dire que même le principe même de chercher l'info sur Internet, je comprenais, parce que dans le journaliste, tu vas toujours chercher de l'info partout. Mais là, je comprenais pas du tout ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire, j'étais vraiment sans repère. Et le fait de devoir te démerder sans arrêt comme ça, c'est très très déstabilisant. Alors quand t'as 25, j'imagine que à la rigueur tu peux l'intégrer. Quand t'en as 30 et quelques et que t'as déjà des années de boulot, plus l'école, plus ceci, tu vois, t'es très très formaté. C'est une énorme prise de conscience. Ah oui, d'accord. Je dois apprendre à apprendre en fait. Donc ça, je pense que c'est Tu l'as vécu comment? C'était enthousiasmant ou c'était inquiétant? C'était hyper inquiétant. Ouais. En fait, je rentrais pendant les 2 premières semaines. Moi, j'ai l'impression d'apprendre, je sais pas, vraiment, mais c'est la physique, chimie en chinois. Enfin, tu vois, c'est genre, j'ai aucun repère. Je rentrais chez moi, je lisais mes cours et je révisais. Tu bossais chez toi, le wagon? Je révisais le soir, le wagon, les 2 premières semaines. T'étais la seule à faire ça. Je pense que j'étais clairement la seule. J'imprimais des trucs, je lisais des trucs, je me disais, mais de quoi on parle, mais pourquoi je suis là? Je viens de mettre 4000 € dans cette formation, il faut que j'aille jusqu'au bout, c'est même pas en rêve, j'arrête. Mais de quoi on parle? Et en fait, le pire, c'est que, je sais pas si c'est toujours pareil, mais donc t'arrivais le lendemain, t'étais en binôme avec un mec que tu connais pas.
En plus, il y avait 3/4, c'était des mecs. Et donc, ça se trouve, t'as un espèce de killer du code qui va pas te dire qu'en plus, en école d'ingé, il a appris à coder. Donc, il va faire croire qu'en fait, lui aussi, il est débutant comme toi. Et tu as des exos, tu dois les bosser avec lui. Et t'as une espèce de chronomètre avec un espèce de petit voyant vert qui dit qui a déjà terminé. Ouais. Et au fil des exos, tu vois ces voyants verts qui s'allument. Et en fait, tu sais qui sont les nuls. Et t'es toujours dans cette catégorie-là, tu vois. C'est-à-dire, pendant 2 semaines, j'étais toujours dans, mais pourquoi? Mais comment ces gens comprennent? Je suis dans une dimension parallèle où je suis la seule à pas avoir les infos, en fait. Il y en avait quelques-uns. Et au bout de 2 semaines, en fait, on s'est mis il y a eu le reboot. Je sais pas si toi, t'as eu ça. Peut-être. C'est on va dire le soutien pour les nuls. Ah oui. Donc, le reboot. Où là, étrangement, sur le reboot, donc t'avais 7 filles sur 22 ou 23, alumni. Et en reboot, t'avais 7 filles. C'est-à-dire que clairement, il y a que les nanas qui ont eu le courage de dire qu'en fait, elles captaient pas. Il y avait plein de mecs qui comprenaient pas, qui étaient aussi dans les voyants, qui ne s'allumaient jamais en vert. Mais eux ne se sont pas retrouvés en soutien. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Émilie. On avait à peu près le même profil, on avait plein de choses en commun, et on s'est dit, moi, j'y comprends rien, moi non plus, j'y comprends rien. Viens, en fait, on se met à 2. Viens, on monte une boîte entre gens qui comprennent rien. On s'est pas dit, on se monte une boîte, mais on s'est dit, on va se mettre à 2, et on dit fuck à leur truc de binôme jusqu'à la fin, et en fait, on fait tout le wagon toutes les deux avec 2 cerveaux qui est égal à quasi 1 à peu près. Et en fait, on a tout fait ensemble jusqu'à la fin. C'est-à-dire du moment où on s'est rencontrés, le wagon, on l'a fait à 2 tout le temps, quoi. Voilà, donc ça nous a un peu, voilà, on n'avait plus honte de dire j'y comprends rien, toi non plus tu comprends rien. Et en fait, on a découvert, parce qu'elle a vraiment la même remise en question, elle était plus jeune, Émilie, elle a 3 ans de moins, je pense qu'elle avait 30 ans. Elle avait la même remise en question, avec très formatée dans son boulot, pas de prise d'initiative, elle s'ennuyait un petit peu. Et en fait, on a découvert qu'on pouvait faire des choses, et que c'était vraiment open. Ça a été un peu une sorte de révélation pour toutes les deux. Et quand on est sorti du wagon, on a un peu repris nos vies pendant 6 mois. Puis au bout de 6 mois, on s'est dit... Donc toi, t'es retournée dans la... Je suis un peu retournée, je faisais un peu de journalisme, mais en pige, avec un peu de choses sur Internet. Et au bout de 6 mois, on s'est dit, mais en fait, on va tout oublier, c'est quand même dommage. On n'a pas... Voilà, viens, on se met à coder dans notre chambre pendant tout l'été, et on se remet dessus, et donc on s'est remis dessus. On est revenu sur le Slack du wagon à poser des questions. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais en fait, on a besoin d'argent, donc il faut qu'on monte une boîte qui nous ramène de l'argent vite. Ok, de quoi t'as besoin? Et on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait le même problème, c'est-à-dire moi j'emménageais à ce moment-là, elle avait des petits travaux à faire et on était dans la merde toutes les deux. Donc la première nécessité, c'était de gagner votre vie, oui. En fait. Ouais. D'accord. C'est complètement... Ah non, mais je pense que c'est une très bonne, c'est un très bon moyen de trouver un truc C'était utile. vraiment... Alors, en vrai, on a eu une première idée avant ça qui était, on va faire une sorte de... On appelait ça la ronde, c'est-à-dire surveiller les appartements pendant l'été pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vol. Donc on imaginait à l'américaine, quoi. Ouais, on imaginait un truc avec comme des tu vois, des housekeepers, quoi, qui font des rondes et qui surveillent les apparts pour être sûr, et puis qui arrosent les plantes, qui donnent à manger aux poissons, tout ça. Ça a pas fonctionné. Pourquoi vous l'avez pas fait? Ah, vous avez essayé? Ouais, on a essayé, on a fait un site, on a lancé des flyers, etc. Et ça c'est complètement foiré. Personne nous a filé un truc. C'est sûrement ce qu'ils vous ont appris ensuite de The Family, c'est vous auriez dû commencer par trouver c'est ça. Un premier exactement vigilante de la nuit, quoi. Ouais, en fait, ils nous ont dit après, c'est trouve d'abord des gens, en fait. Ouais, voilà. Trouve tes clients avant de commencer à créer ton site. Et du coup, vous avez monté Bricool. Donc, en fait, on a la ronde à foirer. On s'est dit, viens, on regarde ce qu'il y a. Le bricolage, il y avait des concurrents, mais en fait, on les trouvait... C'est très prétentieux de dire ça, mais on les trouvait très nazes. Non, mais c'est pas prétentieux. Moi, je trouve que beaucoup de trucs sont nazes. Je pense que c'est bien de le dire. C'est très naze. Et surtout, en fait, à chaque fois que t'arrivais sur un site, tu comprenais pas. C'est trop compliqué. On a l'impression que le mec qui avait créé le site était un plombier. Tu vois, qui te parlait dans son jargon technique. Mais c'est marrant, tu trouves pas que c'est pareil avec le code? Moi, quand j'ai commencé à apprendre le code, c'était à San Francisco parce que j'étais en stage et c'était un enfer. Je comprenais rien. Genre. J'ai découvert ce qu'était Internet en 2014. Et on m'a demandé de m'occuper de serveurs, etc., de pages web et tout. Et j'ai commencé à essayer d'apprendre. Et c'était pareil. C'est-à-dire que tout était écrit pour les ingénieurs. Et c'était un enfer. C'était peut-être un peu pareil pour... Mais c'est exactement... nous, on a vraiment... on se disait, mais comment les gens peuvent commander? Enfin, tu comprends rien. C'est que du jargon. Donc, on va faire l'inverse, en fait. On va faire un truc hyper simplifié pour les gens un peu naze comme on l'était nous en bricolage. Et donc on a commencé ce truc de code. On a contacté Oussama. Il nous a reçus assez rapidement. Oussama qui est donc un des fondateurs de The Family. Et The Family qui est donc un accélérateur de start-up en France. Ouais. Je remets le contexte pour les gens qui suivent. Tu fais bien, oui, c'est vrai. Les millions d'auditeurs. Ils sont hyper connus, mais t'as raison.
Donc mais Oussama ils sont nous connus a... dans notre microcosme. Ouais, c'est ça. En même temps, qui écoute à part notre microcosme? Des millions de personnes, comme je viens de te dire. Il faut penser aux gens qui ne sont pas dans l'écosystème. Ou qui veulent se lancer. Qui veulent se lancer. Et changer de vie. Bon, et donc, Oussama, qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, pour le coup, Oussama, à chaque fois qu'on a eu des conseils d'Oussama, on n'en a pas eu. C'était très ponctuel, mais à chaque fois, c'était une énorme claque. Et puis, c'est toujours tombé super juste. Il vous donnait beaucoup de conseils, pas non, beaucoup? Il donne pas beaucoup de conseils. Il arrivait une fois tous les 3 mois, il disait ça, c'est de la merde. Exactement. Et à chaque fois, soit il te met le nez dans la merde, soit il te donne une claque. Mais dans les deux cas, ça te fait avancer. Le premier, c'était, on avait passé 2 mois à coder avec des trucs hyper, tu vois, avec vraiment, on s'était fait chier, quoi. Et on arrive avec notre projet, on est hyper contente, on lui montre l'interface, tout ça, c'est super beau, machin. Et le mec, il regarde, il dit, mais clairement, vous êtes pas dev. Donc là, qu'est-ce que vous foutez? En fait, votre business, vous auriez déjà dû le lancer depuis 2 mois. En vrai, là, vous êtes en train de perdre du temps. Donc, vous êtes pas dev, vous jetez ce truc à la poubelle. Et puis, dans 1 semaine, vous revenez. Si vous n'avez pas de commande, c'est que votre truc, il marchera pas. Et donc, du coup, on voulait tellement intégrer The Family, et puis on trouvait ça tellement Pourquoi enrichissant. Vous vouliez tellement intégrer The Family? Alors déjà, parce que, en fait, ils avaient une énergie qu'on retrouvait nulle part ailleurs. On se rendait bien compte, venant de notre background, tu vois, complètement hors startup. Ouais, hors startup. On avait besoin de cette énergie-là. Et en fait, on avait besoin de quelqu'un qui nous donne un peu confiance. C'est-à-dire, bah, tiens, tu peux le faire toi aussi. Et on avait l'impression que c'était vraiment The Family qui tu vois, qui cristallisait un peu cet espoir. Donc, on a eu très envie de rentrer dedans. Et puis, on trouvait qu'il y avait une énergie de dingue. Donc, on a tout fait pour essayer de montrer à Oussama qu'on avait un super projet. Il s'en foutait. Ce qu'il voulait, c'était, vous revenez dans 1 semaine. Et dans 1 semaine, en fait, vous avez un site. Je m'en fous, en fait. Même si vous voulez, vous avez un spreadsheet, enfin, un tableau Excel. Vous avez une page Facebook, peu m'importe. Mais vous avez les clients. Tout ce qui m'importe, c'est les clients. Et comme ça, vous ne codez pas des usages que vous pensez connaître. C'est-à-dire, vous ne savez pas, en fait, comment fonctionnent vos clients. Vous ne savez pas comment ils vont réagir face à votre service. Donc, vous n'inventez pas les usages. Et en fait, c'est le meilleur conseil qui nous est donné. Parce que du coup, on est passé on a lancé très vite un WordPress, on a lancé notre truc, vraiment bidouillé, avec un e-commerce de base. On a recruté des mecs très rapidement, on les a testés chez moi parce que j'avais des petits travaux. Et en fait, on a commencé avec 5 mecs. Comment vous les avez trouvés, ces mecs? On les a volés chez nos concurrents. On les a volés sur des marketplaces concurrentes. Vous allez sur les marketplaces, vous les avez appelés, vous leur avez dit en fait, on a fouillé bosser. parce que tu vois, il y avait pas les noms de famille, etc. On a fait plein de coups de Trafalgar pour essayer de choper les mecs. Et en fait, on les testait chez moi. Ça aussi, ça porte le tampon The Family un peu. Ouais, ça c'est complètement. Ouais. On s'est fait griller parfois par les concurrents qui ont grillé parce qu'ils ont reconnu, enfin voilà, qu'on était un service. Donc on a volé les meilleurs mecs comme ça, on les a testés chez moi, puis on en avait 5, on a commencé comme ça. Et en fait, au bout d'1 semaine, on a lancé le truc, ça a été partagé et on a tout de suite eu des commandes. Bizarrement, on arrivait de nulle part, on avait un site de merde et pourtant on avait un positionnement qui parlait, c'est-à-dire. Pourquoi ? En fait, on te donnait ton prix à l'avance. T'as aucun risque et on t'envoyait quelqu'un qu'on te recommandait. Donc il y avait le fait que la personne était bien, le fait que le prix allait pas bouger, et le fait que c'était clair. Voilà. Et je pense aussi le fait que derrière il y avait Émilie et Candice qu'on connaissait ou que quelqu'un connaissait ou que par l'intermédiaire il y a ce côté bouche à oreille. Ouais, voilà. Ça. Et en fait, notre service voulait représenter du bouche à oreille, donc ça correspondait tout à fait à ce qu'on voulait. De là, en fait, ça a bien pris. Et puis petit à petit, on s'est dit bon, c'est quand même difficile de se démarquer. Et on avait vraiment du mal à. On avait 0. Enfin, faut savoir qu'on a commencé avec pas 1 centime, donc vraiment rien, même pas assez d'argent pour, pour se faire un peu d'acquisition à droite à gauche, au mieux des flyers, quoi. Et on s'est dit tiens, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'on a eu l'idée de lancer un faux site qui serait l'opposé de. La fameuse histoire de votre faux concurrent pour gagner de la croissance. Exactement. Mais alors, vas-y, raconte. En fait, à chaque fois qu'on pitchait Bricool, on disait mais vous êtes 2 nanas, les Bricool Girls, ça faisait marrer tout le monde sauf nous. Et vous aviez toujours ces blagues sur le fait toujours que vous ces blagues. Des filles. Ouais, exactement. Un peu tout le temps, surtout sur le fait quand on a intégré The Family, on nous a dit mais c'est parce que vous avez intégré parce que vous êtes 2 filles. Voilà. Vous êtes 2 filles. J'avais écrit un article qui avait bien marché, c'est parce que j'étais aussi une nana. Enfin voilà. Il y avait toujours un truc comme ça qui revenait même par des gens très jeunes. Et voilà. Et même par des cercles par un écosystème qui est pourtant très innovant, tu vois. D'accord. Donc c'était présent dans les autres écosystèmes dans lesquels tu étais. Différemment, mais oui. Ouais. En journaliste, ouais. Mais là, c'était hyper choquant parce que j'avais l'habitude d'avoir des gens plus âgés qui avaient ce regard-là. Là, c'est des mecs qui ont entre 25 et 30, qui en plus sont, tu vois, dans la tech.
Donc sur le ton de la blague, mais ça vous faisait pas beaucoup marrer. Non, ça nous faisait pas rire. Et de là, on nous demandait toujours après si on les avait recrutés au physique. Ce qu'on n'aurait jamais demandé à un homme. Enfin, clairement, tu lances un... Si vous aviez été recruté au physique. Si on avait recruté nos bricoleurs au physique. Ah oui, d'accord. Ok. c'est complètement, tu vois, c'est complètement hors de propos. Et ça ne te viendrait pas à l'idée de poser ça à un homme. Et c'était des potes à vous qui vous disaient ça ou des gens à qui vous parliez de votre projet Bah, tu vois, des gens qu'on croisait à The Family, des gens au wagon, des gens vraiment de l'écosystème, quoi, qui posaient des questions comme ça à la con. Ils trouvaient ça marrant que deux nanas se lancent dans le bricolage et pourquoi pas elles recruteraient, pourquoi pas les mecs sur le physique, enfin. Et vous, ça vous faisait quoi? À part vous embêter, ça vous motivait ou... À nous, ça nous a vraiment motivés, ça nous a bien révoltés au début, et ça nous a donné envie de montrer qu'en fait c'était pas pour ça que les gens allaient entendre parler de notre service. Et donc c'est là, en parlant avec un copain qui nous a dit, bah tiens, vous cherchez la croissance, vous avez qu'à faire un faux site, non, vous avez qu'à lancer votre Mon Beau Bricoleur. Et on s'est dit, bah tiens, effectivement, on a qu'à lancer un fake et on va voir si ça marche. Et c'est de là que c'est parti. Donc c'était quoi ce fake? C'était lancer un site qui te promettait de recevoir ton catalogue de bricoleurs, de beaux bricoleurs. Voilà, si tu t'inscrivais, t'avais en avant-première le catalogue et en plus peut-être t'allais pouvoir gagner une prestation gratuite avec un super beau bricoleur. Et on avait utilisé, tu vois, sur des publicités Facebook, du wording un peu trash. T'as pas physique et en plus tu sais pas bricoler. Paye un beau bricoleur à ta copine. Enfin voilà, on jouait un peu de tout ça. Ça avait pas marché et donc on a vraiment faké jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a créé un faux profil de co-founder qui était une nana qui s'appelait Marie-Cor et qui elle allait sur les forums. Sur les pages Facebook pour dire bah tiens je recrute des beaux bricoleurs ou alors sur les pages tech pour dire bah tiens je lance ma startup et ça s'appelle comme ça et ceci et qui parodiait tous les codes de lancement de startup. Donc en fait on avait un peu décliné le concept à chaque page Facebook, c'est-à-dire les groupes Facebook de Wanted Bon Plan c'est le recrutement, les groupes Facebook de tech c'est on rentre un peu voilà, on donne un coup dans la fourmilière et on parodie un peu tous ces. Donc c'est quoi des exemples l'exemple de code? Bah typiquement c'est je lance ma startup, tu vois l'annonce de je lance ma startup. Salut à tous, je lance ma startup. Voilà, super service, testez-le. Vous allez gagner peut-être une prestation. Enfin, tu vois les codes classiques de je lance ma startup et je me la pète sur des groupes French Tech, French Startup, etc. Et on a décliné tout ça et puis on s'est fait incendier, mais vraiment sur tous ces groupes-là, ce qui est normal, tu vois. On se faisait l'avocat du diable, on essayait d'argumenter, c'était terrible. On allait à l'encontre de ce qu'on pensait. Et vous, à ce moment-là, vous vous disiez, c'est bien de mettre du temps là-dessus parce que ça va nous servir à quelque chose, en fait. Okay. En fait, on se disait, mais de toute façon, on perd rien, on est personne, et au pire, personne nous remarquera. Mais à quel moment c'était payant pour Bricool de faire ça? Parce qu'à quel moment on entendait parler de Bricool, du coup? En fait, on n'en entendait pas parler, et à la fin, on avait envisagé un reveal en 3 axes, c'est-à-dire, petit 1, soit tu t'étais inscrit, tu recevais, non pas un catalogue, mais un mail qui dit, mais en fait, tu crois vraiment qu'on recrute les mecs au physique. Sinon, t'avais sur les groupes, un lien et puis t'allais sur notre site et là t'avais une pop-up qui disait la même chose, donc on a un peu décliné comme ça. Et à ce moment-là, on se présentait. Ça a fait rire les gens qui étaient inscrits et les gens qui avaient suivi et qui effectivement avaient suivi sur les groupes et qui nous avaient insultés. Et puis c'est vraiment l'article en fait qui expliquait. Moi j'aimais bien le gros hacking que j'avais un peu connu grâce à The Family, donc il y avait ce petit écosystème gros hacking et je me suis dit bah c'est sympa de le raconter à ces gens-là parce que du coup on s'échange des techniques et des stratégies et ça va faire marrer ces gens. Donc je l'ai juste posté comme ça. Et j'imaginais pas que l'article allait faire autant de bruit quoi. En fait, tu t'étais un peu en train de combiner toutes les compétences que tu avais acquises. C'est ça, exactement. Au wagon, ouais, c'est ça. The Family, etc. Tout à fait, ouais. Plus, t'avais écrit des trucs plus tôt dans ta carrière? J'écrivais, mais pour des films corporate, ouais. Ouais. Et du coup, l'effet ça avait bien marché? Alors, c'était vraiment, pour le coup, pour nous, c'était inespéré. Enfin, ça a été énormément vu. C'est une espèce de mini buzz à notre niveau, hein. Tu vois, toute proportion gardée, mais ça avait vraiment eu de l'impact sur plein de gens, plein de boîtes. De là, on avait eu des contacts avec Leroy Merlin. Tu vois, on a eu des grosses entités qui sont venues nous voir à ce moment-là en nous disant bah tiens c'est assez dingue mais nous on n'arrive pas à faire ça dans nos enseignes plutôt tradies, comment vous avez fait. Donc on nous a demandé des conseils, on nous a vu différemment. D'accord. On nous a vu un peu de manière voilà, comme The Family. C'était un coup d'éclat impertinent. Un peu, quoi. C'était impertinent en fait. Et c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment l'identité de The Family, c'est ce qui nous avait appris. C'est-à-dire de toute façon vous n'êtes personne.
Donc t'es personne, tu vas rien perdre à tenter les choses. Fais-le. Et à un moment, quand on avait eu peur de s'être fait griller parce qu'on avait un peu volé l'image d'une nana pour personnaliser Marie Cor, la cofondeur de Mon Beau Bricoleur, Oussama nous a dit mais sincèrement les meufs, vous n'êtes personne. Hein. Enfin personne vous connaît. Au pire demain, on se rappellera déjà plus de ce que vous avez fait. Donc qu'est-ce que tu risques? Et il nous avait dit vraiment, dans le pire du pire, vous racontez tout de manière sincère et avec le cœur, et puis ça passe. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'article, c'est-à-dire, je pense qu'on aurait été une grosse boîte, on aurait pu nous incendier. Là, on était une toute petite boîte. Et en fait, ce qu'on disait, c'est on est personne, on n'a pas d'argent. Voilà ce qu'on a tenté, et on a tenté ça pour plaisanter. C'est une bonne blague. Et finalement, je pense, ça a un peu touché les gens. C'est-à-dire qu'on voyait la démarche de l'entrepreneur derrière. Parce que vous étiez un peu créé une stratégie de com avec un ton un peu décalé, oui, justement. Oui, c'est ça, ouais. Y a d'autres petits coups que vous avez fait dans le genre ou... Alors après, des choses que The Family vous ont aidé à faire? Sur quoi ils vous ont vraiment aidé? En fait, The Family t'aide, te donne ce que tu vas chercher. Alors clairement, c'est plutôt l'écosystème en fait que ça t'apporte, c'est-à-dire que les gens, donc les gens, les rencontres, on t'amène pas. Dans notre cas, on nous a pas amené concrètement des compétences ou des choses. Il y a des conseils ponctuels, mais c'est plutôt l'énergie et l'écosystème. Et puis après, tu vois, typiquement, on n'avait pas d'argent, on avait dû attendre d'en gagner pour pouvoir investir. Et on avait dit à Oussama, voilà, l'argent qu'on a, c'est soit on le met dans des bureaux, soit on le met dans des stagiaires. Donc si jamais, si tu peux nous passer un bureau, c'est cool parce que ça va nous permettre de prendre des stagiaires. Et le fait d'avoir demandé et le fait de nous voir tous les jours aller à The Family, taffer même les week-ends, jours fériés quand il y avait personne, tu vois, être là présente 24 heures sur 24. Il s'est dit, elles ont raison en fait. C'est moi qui leur ai appris à toujours demander ce dont elles avaient besoin, à y aller au culot. En fait, je vais leur passer. Donc il nous a passé un bureau. Et on était, on était vraiment les seuls avec, il y avait Trusk, mais avoir un petit bureau au début dans The Family alors qu'on était personne et qu'on faisait pas un chiffre de dingue, qu'on les intéressait pas plus que ça. Donc il nous a donné, il a récompensé le culot et le travail, quoi. Parce qu'il y a combien de boîtes qui tournent là-bas en permanence? Je pense qu'à l'époque, alors franchement, personne ne sait vraiment. Je dirais qu'il devait y en avoir 200, peut-être un peu. Ouais, ah ouais. Peut-être. Mais ça tourne parce que 90% des boîtes se plantent la première année. Donc de toute façon, les recrutements qui ont été faits les années précédentes, tu vois, tu sais pas si les boîtes existent encore ou pas, si ça s'est tassé. Tu t'arrives pas à savoir. Une centaine, on va dire. D'accord. Et toi, c'était quoi alors ton rôle chez Bricool? Vous aviez 2 rôles distincts? Oui, on avait 2 rôles distincts. Alors, à un moment, nous avait demandé Alice, pour notre identité, Alice donc la Zaguri, la CEO de The Family, nous avait demandé de nous décrire un peu dans les rôles qui va à la chasse et qui reste, qui embellit le foyer. Et clairement, Emily avait le côté un peu foyer, c'est-à-dire l'embellissement, c'est-à-dire le produit, l'esthétique, la marque, le côté un peu... Donc ça, c'est un schéma qui revient, le côté le chasseur. Je sais pas si ça revient, mais c'est vrai que nous, on avait ce rôle-là, et moi, j'étais le chasseur, j'étais vers l'extérieur, j'allais faire plutôt du bizdev, de la com, de nouer des relations, des partenariats, voilà. J'étais la figure de Bricool, et Émilie était plutôt dans les coulisses, et en revanche, on était vraiment toutes les deux sur le service client. Et je pense que ce qui faisait que ça marchait, c'est comme on faisait beaucoup de services clients toutes les deux. En fait, on a su très vite vraiment coller aux usages très précis et simplifier au maximum le process de je commande. Donc en fait, vous passiez vos journées à répondre à des types qui voulaient changer leur baignoire, changer leur rideau. Mais du coup, c'était un truc qui pour vous sortait de nulle part. Vous aviez jamais eu une passion pour les tringles de rideaux, etc. On n'y connaissait vraiment rien. C'est-à-dire qu'en plus, on avait notre pool de bricoleurs et c'est eux qui nous ont appris petit à petit. Enfin, tu vois, en plus, ils ont été vraiment sympas. Parce qu'ils étaient tous plus âgés, etc. Ils nous ont appris les termes techniques et à chaque fois on les appelait en conseil. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire par là et machin? Et donc les mecs étaient devenus un peu nos tuteurs, tu vois, c'était en quelque sorte c'est comme des salariés, c'est des freelances mais c'est un peu des employés. Et en même temps ils nous apprenaient le métier. Et finalement on se retrouvait à aller prendre des cafés sans arrêt avec nos plombiers, nos électriciens. Enfin on passait énormément de temps avec eux. Et ça nous a appris à la fois parce qu'on était une marketplace, donc on avait une entrée client et une entrée prestataire. Et finalement, les prestataires, ce sont aussi tes clients. C'est-à-dire que pour avoir les meilleurs, il faut aussi que tu sois à même de leur apporter des choses. Donc, être tous les jours au contact de tes clients et de tes prestats, c'était le meilleur moyen de connaître ton produit et de savoir ce que tu devais proposer. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment simplifier côté client. Donc, on s'est dit, le seul langage qui parle à la fois à nos clients et à nos prestats, c'est la photo.
Donc finalement, une presta, c'est aussi simple que j'ai tel problème, je le prends en photo et je le décris très rapidement avec mes mots de client, c'est-à-dire je ne connais pas le problème. Je l'envoie et de l'autre côté, le prestataire le décrypte et donne un prix en amont. Et ça nous permettait de donner des prix sur quasiment 80% de nos prestats. Donc les mecs avaient même pas besoin de se déplacer. Et au pire du pire, dans les 20% restants, ils se déplaçaient gratuitement ou voilà, on demandait un peu plus d'infos. Mais du coup là, ça faisait énormément de travail manuel, ça faisait beaucoup de travail manuel, l'information, etc. Exactement. Et en fait, petit à petit, on avait rajouté des produits, donc des logiciels en ligne, des produits SaaS, qui nous permettaient juste de récupérer ces photos avec la description et de la balancer à nos prestats par catégorie. C'est-à-dire, on savait quels étaient les prestats dans chaque catégorie. Et en fonction de ça, c'est eux qui nous donnaient le prix, on donnait la réponse. Donc, on avait réussi à automatiser par juste des produits SaaS, quoi. Et t'aimais bien ton job au quotidien ? Ça m'a plu, 9 mois. Ça a duré 1 an, c'est ça ? Ça a duré 1 an. Et en fait, on avait vraiment, ce que j'ai écrit il y a pas longtemps, on avait vraiment un problème humain, c'est-à-dire que je pense que en plus c'est un problème qui est même pas seulement du BTP. Je pensais que c'était uniquement le BTP, mais c'est vraiment plus général parce que j'ai eu plein de retours depuis de gens qui ont cofondé Marketplace, et je pense que c'est vraiment assez fréquent d'avoir le côté service qui est de mauvaise qualité, avec des annulations de dernière minute, enfin très peu de respect pour le service client. Et du coup, finalement, la Marketplace doit pallier ce manque et doit effacer la friction côté client. Et c'est ce qui nous, en fait, a commencé vraiment à nous peser, c'est qu'on s'est dit, mais on a monté une start-up pour être scalable, c'est-à-dire reproduire le modèle et avoir, finalement, ne pas avoir à gérer autant en grandissant. Le principe de scalable, c'est je me développe, mais finalement, ce que j'ai construit comme service, que tu sois 500 ou 5000 à l'utiliser, les outils vont pouvoir être sensiblement les mêmes, juste un peu plus. Tu vas juste changer l'échelle. Voilà, tu vas juste changer l'échelle. Là, en fait, c'était exponentiel, c'est-à-dire... Il me semble me souvenir que tu avais dit que tu avais monté ça pour gagner ta vie, même. C'est ça. Et vous gagnez votre vie à ce moment-là, ou pas ? On gagnait pas du tout notre vie, non. Et c'était pas scalable ? C'était pas du tout scalable. Pourquoi ? Il y avait trop d'humains. Ouais. Il y avait de l'humain côté client. Et puis, notre service marchait très bien à notre mesure, hein, mais il marchait très bien. Donc, les gens nous sollicitaient tout le temps. Donc, ça arrivait le soir, ça arrivait le week-end. Et qu'est-ce qui fait que vous gagnez pas votre vie ? Les marges étaient trop faibles ? Les marges étaient pas... en fait, tu gagnes ta vie quand c'est scalable. C'est-à-dire quand tu vas pouvoir utiliser des outils qui vont te permettre de gérer les 5000 clients comme tu gérais les 50. Là, c'était pas le cas parce qu'en finalement, le support client téléphone ou SMS était toujours aussi conséquent. C'était exponentiel. Plus tu avais de clients et plus tu avais de problèmes. Et de l'autre côté, on n'avait pas d'épaule. C'est-à-dire que les bricoleurs, on en avait rencontré plus d'une centaine. On va dire qu'on en avait 50 vraiment qu'on connaissait assez bien. Dans les 50, il y en avait 20 qu'on utilisait tout le temps. Et même sur les meilleurs qu'on appelait les superstars, on n'arrivait pas à avoir 100% de confiance. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des annulations, il y avait quand même des retards, il y avait plein d'imbroglios qui faisaient que tu devais sans arrêt assurer le service client et le support client derrière. Et ce qui nous a vraiment, en fait, c'est-à-dire on voyait le problème, on était épuisés, et puis ça s'est jamais arrêté. C'est-à-dire on a recruté petit à petit, on a commencé à avoir un dev qui a codé notre back-office. On avait pris de freelance pour le front, donc le design du site. On avait des stagiaires qui nous aidaient, on avait même des bénévoles. Alors vraiment, je pense qu'on était très débrouillards dans le « vas-y, aide-nous à travailler, s'il te plaît », parce que pour l'instant, on gagne pas notre vie. Donc on commençait à avoir pas mal de soutien. Et pourtant, on était toujours dessus H24, soir, week-end, sans arrêt, parce qu'il y avait ce problème de bricoleur. Et à un moment, C'était stressant. C'est hyper stressant. C'est hyper stressant. Pour faire de l'argent, on a accepté des plus gros chantiers qui se passaient bien, donc ça permettait, mais du coup, t'as plus de pression. C'était pas notre cœur business, mais ça permettait de faire de l'argent. Et on a fait de l'argent comme ça pour pouvoir ensuite investir dans la tech, le dev, des stagiaires. Voilà, ça nous permettait de gagner de l'argent et d'investir tout de suite. Donc le chiffre d'affaires, on le faisait aussi pour investir dans notre boîte. Et à un moment, on a commencé à être contacté par des fonds, on a commencé les discussions. Je pense que le fait d'avoir l'acquisition gratuite, c'est-à-dire des clients qui venaient par le bouche à oreille, et en fait une communication qui... Donc des fonds d'investissement, tu veux dire ? Oui. Une communication qui était suffisamment différente pour attirer une population qui n'était pas forcément très présente sur les sites plus tradis de bricolage. Donc on avait beaucoup de femmes,
Même si après, c'est devenu assez mixte, mais au début, on avait beaucoup de femmes. Et on avait une récurrence d'usage qui n'était pas forcément commune. Parce que c'était un service qui était tellement simple à utiliser que parfois, je pense ça pouvait te pousser à l'achat dans un magasin. Tu te dis, bah tiens, je vais acheter ces rideaux-là parce que j'ai quelqu'un pour me les poser facile. Tu te serais peut-être pas permis de le faire si t'avais pas eu cette facilité-là. Les gens nous envoyaient la photo, je suis en magasin, j'ai ces rideaux, est-ce que vous allez pouvoir me les poser? C'était devenu tellement simplifié que finalement, les gens l'utilisaient. On avait des clients qui revenaient sans arrêt pour de la déco chez eux, pour qu'ils le conseillaient, qu'ils l'utilisaient dans leur boulot, pour faire des travaux au boulot. Donc ça marchait très bien de ce côté-là. C'était mais vraiment. Vous en sortiez pas vraiment. Pas du tout. Ouais. Et quand les fonds nous ont approchés, on a commencé à envisager. Effectivement, on avait la vision, on savait ce qu'on voulait faire. On avait creusé un peu tous les viviers de bricoleurs et on se disait en fait, le problème vient peut-être du fait qu'ils ont déjà trop d'expérience. Il faudrait peut-être prendre plus jeunes et leur. Moi j'avais. Et les former. Et les former. Mais pas les former dans leur métier, les former au service client. Moi, j'avais en tête, j'avais pas mal bossé à l'époque sur des émissions où il y avait la cuisine. Et quand j'avais commencé à bosser sur ces émissions de cuisine, les cuistots, les chefs, étaient pas très fiers de leur profession. Et en fait, des années plus tard, ils étaient hyper fiers d'être chefs. Et les émissions avaient permis de redorer l'image des chefs. Donc on imaginait faire ça, en fait. Attends, je crois que j'ai mon max de... Ça va? Ouais, ça va mieux. Et au pire, j'ai des bonbons. Donc on reprend après ton attaque de tout. Ouais. Et donc, bref, vous vous en sortiez pas et vous avez fini par vendre. Et en fait, on a eu un entretien annuel avec Oussama. Et là, il nous a dit, bon, clairement, vous n'avez pas de problème de client. On a remarqué, vous avez réussi à faire la différence. On a vu que vous aviez tout donné sur cette année sans argent. Donc là-dessus, on n'a pas trop de doutes. En revanche, vous avez un problème, vous n'arrivez pas à vous l'avouer, mais c'est vos prestats. Et le problème de vos prestats, c'est qu'ils sont qualifiés, donc en fait, vous pouvez pas les former rapidement. C'est-à-dire qu'un plombier, ça met 2 ans à être formé. Et interruption à ce moment de l'épisode, puisque Candice fait face à une nouvelle crise de tout. Alors on oublie complètement le podcast et ce dont on parlait, puisqu'elle va mettre environ 10 minutes à s'en remettre. Et on part sur des discussions qui n'ont rien à voir, beaucoup plus personnelles. Elle va me poser des questions sur ma vie, sur mon parcours, ce qui me met affreusement mal à l'aise, mais qui nous amène à parler de choses que je pense assez intéressantes dans la suite de l'émission. Bonne écoute. Je suis très mauvaise en entretien. Ah ouais? Parce que je suis très authentique en entretien et je crois que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Pourtant, moi, j'aurais tendance à te défendre que c'est ce qu'il faut faire. Bah, ça m'a jamais... Parce que sinon, tu trouves des trucs qui te correspondent pas. Plus que tu mens pour y accéder, plus mais que les coup... gens s'attendent à ce que tu mens pour y accéder. Ouais, mais du coup, dans ces cas-là, il y a rien qui me correspond en entreprise. Ouais, mais du coup, c'est ce qui t'amène à monter ta boîte et à faire The Family. Et en fait, clairement. Ce qui, après, je sais pas, j'ai envie de parler à ta place, mais j'aurais tendance à penser, finalement, rendre ta vie un peu quand même plus cool. En rétrospect. En fait, c'est un chemin plus difficile. Tu vois, c'est plus difficile de pas être salarié, clairement. Tu crois? Ouais, moi, je sais pas, j'ai jamais été salarié, donc. En fait, je vais parler comme une vieille, mais ta génération, c'est pas quelque chose de difficile. C'est-à-dire que toi, t'as été habitué à voir des gens bosser en indépendant et aujourd'hui, c'est cool d'être freelance. Et tout le monde bosse en freelance et tu vois, regarde les espaces de coworking, ils existent depuis quoi? Allez, 4-5 ans. Moi, quand j'étais journaliste et que j'avais décidé de devenir journaliste, mes amis me regardaient, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi tu fais ça? Et en fait, j'étais vraiment perçue comme une troubadour. Donc pas du tout comme quelque chose de cool, mais quelque chose d'assez marginal. Et il n'y avait pas d'endroit pour aller travailler tout seul. Tu vois, il n'y avait pas de coworking, de choses un peu cool, de réseau. Moi, je commence tout juste à découvrir ça. Mais ça existe. Ouais, c'est cool. Et c'est bien vu. Moi, je pense vraiment que le monde va vers tout le monde va travailler pour soi, en fait. Moi aussi, je pense. J'en suis vraiment... S'il y a un truc dont je suis convaincu, c'est ça. Moi, je pense c'est que le côté, je pense vraiment que tout le monde doit être un entrepreneur, pas dans le sens tout le monde doit monter sa boîte. Non, mais tout le monde doit être... doit se gérer un peu comme un business, quoi, avec une marque, avec des compétences, avec, tu vois. Et ça, j'y crois vachement. Et je pense vachement que les gens vont être de plus en plus indépendants et bosser de plus en plus pour eux. Et je suis content d'ailleurs j'ai l'impression d'être dans le timing sur cette vague-là. Ouais, t'es dans le timing, exactement. Ouais, ça c'est cool. Moi, je l'étais pas du tout. Ma tante me dit de trouver un vrai boulot à chaque fois qu'elle me voit. Hein. Mais voilà, même moi, ma génération, clairement, ma génération, c'était trouve-toi un travail, mais qu'est-ce que tu fais? Et du coup, c'était très mal perçu, donc c'était hyper difficile. Tu vois, fallait assumer ce choix, et du coup, chaque échec, c'était vraiment, bah ouais, mais c'est de ta faute, hein, tu vois, on n'arrête pas de te dire de trouver un vrai travail.
tu le cherches, quoi. Ah, les gens te punissaient pour tes échecs? Un peu, ouais. Là, c'est sûr que c'est pas la Silicon Valley, là. Hein. Ouais. Non. Et c'était vraiment, en plus, tu vois, t'as les étapes, c'est-à-dire, 25, t'as ton premier boulot, 30, t'as t'as ton encore premier ces bébé. étapes, mais surtout quand moi, je sors quand même d'école de commerce et t'as encore ces étapes. Enfin, moi, la grande majorité des gens avec qui j'étais en cours, ils vont bosser en conseil ou en banque. Ouais. Et même quand tu montes une boîte, t'as des étapes maintenant. C'est vachement institutionnalisé. Si tu montes une boîte à 23, 24, 25 ans, tu lèves des fonds, tu lèves une série A, tu lèves une série B, t'as telle et telles étapes à respecter, et si tu les respectes pas, t'es un loser en fait. Ouais. Et c'est pour ça que le wagon, c'est vachement bien. Parce que le wagon, ils sont pas du tout là-dedans. Ils montent leur boîte, ça marche, c'est organique, etc. Ils sont pas du tout dans le il faut lever mon tour à chaque tous les 6 mois. Et mais ça, c'est les étapes. Pour moi, ça, c'est vraiment l'institutionnalisation du monde de l'entrepreneuriat, tu vois. Parce qu'on a besoin de mettre des marqueurs de succès, etc. Exactement. Quoi. Mais c'est marrant parce que c'est exactement pour ça que j'adore le wagon. Ouais. Pour moi, ils représentent la réussite à contre-courant, c'est-à-dire qu'ils sont à leur rythme. Et en plus, mais ils sont pas à contre-courant, je pense. Non, ils sont pas à contre-courant. Ils sont juste à côté, quoi. À côté du courant principal, et ils font leur petit truc dans leur coin. Enfin, ils vont vraiment dans le sens... Enfin, ils vont dans un sens qui est inverse. C'est-à-dire que ils ont pris leur temps, ils l'ont fait à leur rythme, ils ont pas levé de fonds. Tu vois, c'est vraiment un contre-courant. C'est pas du tout ce qu'on t'apprend. C'est fais de la croissance, va vite, lève de fonds, démerde-toi pour avoir le max de levée et reprends une levée dans 6 mois. Mais c'est parce qu'il faut savoir ce que tu cherches aussi. Quelle est ton ambition? Là, je pense que le wagon, ils ont vraiment envie d'aider des gens à apprendre des choses et à s'émanciper. Qu'ils aiment vraiment enseigner aux gens. Je pense que Boris et Romain, ils aiment vraiment le côté. Ils ont vraiment l'impression d'aider les gens à devenir meilleurs dans leur vie. Ouais, voilà, bien sûr. Mais il y a des gens qui veulent... Enfin, pourquoi est-ce que tu montes une boîte? Moi, je sais que j'ai monté une boîte à une époque parce que je voulais monter une boîte. Je voulais pas monter une boîte parce que je voulais aider machin ou truc, ou que je voulais aider le monde à être meilleur. J'ai vraiment monté une boîte parce que moi, je me disais, il faut absolument que je sois entrepreneur, il faut absolument que je monte une boîte, etc. Et ça s'est pas bien passé pour moi, personnellement, tu vois. Pourquoi? La boîte, elle fonctionne. Mais parce que moi, je me retrouvais pas dans ces valeurs. Non, mais pourquoi je faisais ça? Je savais pas, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important. Il y a des gens qui montent des boîtes parce qu'ils veulent faire un truc énorme, que ça fasse plein de thunes, que ce soit gros, ils veulent avoir un impact. Il y a des gens qui veulent avoir un impact sur le monde, c'est-à-dire, si tu crées Uber, clairement, t'as un impact sur le monde. Tu vois, c'est sûr que s'il y a des Uber partout dans toutes les villes du monde, t'as un impact. Il y a des gens qui recherchent ça. Et en fait, je pense que c'est juste une question de qu'est-ce que tu recherches, quoi. Et du coup, tu cherches quoi? Moi? Donc là, c'est bon, on a véritablement inversé le podcast. Moi, je pense que c'est ça ma boîte là actuellement. C'est ce podcast. Et pourquoi? Moi, j'aimerais bien que les gens qui écoutent, j'aimerais bien que des gens écoutent et puissent t'entendre, par exemple, et se dire que s'il y a une femme de 35 ans, par exemple, qui écoute ça, qui est dans son boulot et qu'elle aime pas trop, mais qu'elle a ses gosses et qu'elle est pas forcément mariée, elle a pas forcément des ressources financières, qu'elle puisse se dire qu'il y a des gens qui ont été dans sa situation, mais qu'il y a plein d'alternatives en fait. Il y a plein d'alternatives au chemin tracé. Il y a plein d'alternatives aux étapes tous les ans, tu vois. T'es pas obligé de lever tes fonds tous les 6 mois, mais comme t'es pas obligé d'avoir ta promotion tous les 2 ans, et comme t'es pas obligé de faire carrière, tu vois. Tu peux faire plein de choses différentes. Et je pense que c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de propager. Mais dans toutes les tranches d'âge, tu vois. Moi, j'aimerais bien que mon frère, par exemple, mon petit frère qui est à la fac, puisse écouter des entrepreneurs de 23 piges qui font pas forcément des boîtes tech. Sur ce podcast, j'ai interviewé Dr Nozman, qui est un YouTuber. Mais c'est un entrepreneur lui aussi, il fait son truc, il construit sa marque, il diffuse son message, etc. Et j'aimerais bien que les gens puissent entendre tous ces gens finalement qui choisissent leur propre voie en gros, et puissent s'inspirer de ça pour faire leur propre chemin à eux, quoi. En gros. Donc c'est vraiment le but de Nouvelle École, donc ceux qui écoutent, voilà, vous avez eu l'explication grâce à Candice. Donc t'as vraiment envie d'aller aider les gens à se révéler à eux-mêmes. Ouais, j'ai envie d'aider les gens à se choisir en fait. À ne pas faire les choses parce qu'on doit faire les choses comme ça, tu vois. À pas prendre un job parce que leur tante leur dit, mais quand est-ce que tu vas avoir un vrai boulot? Toi, t'as un vrai problème avec ta tante. Non, pas du tout. J'aime beaucoup ma tante, mais c'est parce que c'est une image qui est marrante. Et qui est vachement vraie, je pense, tu vois. Le côté, la famille, c'est vachement pesant. Ouais. Parce que finalement, tu t'en rends compte. Enfin, chez moi, non, mais. Ouais, non, mais bon, ça dépend. Mais tu t'en rends compte quand tu grandis. Et quand tu sors un peu de l'école, etc., et quand tu arrives dans la vraie vie, finalement, dans laquelle je suis pas depuis très longtemps, mais qu'en fait, la société, donc ce que t'entends de loin depuis que t'es à l'école, la société, le fait que c'est pesant, etc., tu te rends compte quand t'entres vraiment dans la société. Là, c'est la compète. Là, il y a des gens qui font plein de thunes. Là, il y a des gens qui sont en insécurité. Là, il y a des gens qui ont l'air de s'éclater, d'être passionnés. Il y a des gens qui ont l'air de se faire chier, d'être déprimés. Et là, tu sens tout le poids de la vie, en fait. Et je pense que c'est vraiment important que les gens
arrive à plus s'écouter, quoi. Tu penses pas que c'est un truc d'éducation? Bah si, absolument. C'est ça, mais moi je considère que c'est de l'éducation. Non, évidemment. Mais d'ailleurs, c'est exactement. C'est dans la catégorie exactement. éducation. Tu vois, c'est typiquement, par exemple, pour ça que j'ai aimé le wagon ou que j'ai aimé The Family. Et tu vois, c'est-à-dire que. Alors, je dis pas, hein, moi, c'était pas. Enfin, c'était difficile de faire le choix d'être freelance il y a 10 ans, 15 ans. Et en fait, j'avais choisi en plus un métier passion. Et je pense que un des éléments qui m'a permis d'assumer ce truc de, effectivement, je gagne peut-être moins que mes amis, mais moi, je trouve que j'ai une vie enrichissante pour moi, c'est-à-dire que je suis dans des environnements sans arrêt différents, etc. Ça m'apporte quelque chose. C'est parce que, plus petite, ma mère a passé mon enfance. En fait, elle avait plein de regrets. C'est-à-dire qu'elle avait eu la peur de sa grand-mère, la peur de sa mère, pardon, les peurs de sa mère qui lui avait dit, il faut absolument que tu sois dans un métier stable, etc. Et ma mère est devenue comptable. Et j'ai senti toute sa vie des regrets. Et en fait, elle m'a élevée en me disant, peu importe ce que tu fais, si je peux te conseiller une seule chose, c'est essaye de faire tout ce que tu peux pour ne pas avoir ces regrets à 40 ans. Et du coup, cette manière de m'élever, c'était, finalement, c'est assez bizarre, mais elle m'a toujours dit, écoute, fais ce dont tu as envie. Peu importe ce que tu fais, fais ce qui toi, te fait du bien. Et t'as le sentiment d'avoir suivi ce conseil? Et je pense que j'ai toujours suivi ce conseil. Et en fait, j'ai eu du mal à le vivre vis-à-vis de la société ou mes amis qui, eux, s'installaient, mais jamais chez moi. C'est-à-dire que ma mère comprenait tous mes choix, tout le temps. Et tu vois, quand j'ai terminé mes études, tout le monde est parti chercher un boulot. J'ai terminé mes études et j'ai dit, maman, je vais faire un tour du monde. Je vais prendre un billet tour du monde, puis je vais partir au moins 1 an. Et c'est une mère poule, hein. Et donc elle me regarde et je me suis dit, putain, elle va vraiment me faire culpabiliser, ça va être horrible, je vais jamais réussir à partir. Et elle m'a dit, écoute, franchement, t'as raison, mais barre-toi dès que tu peux. Et en fait, des années plus tard, j'en viens de parler, j'ai dit, putain, quand même, quand t'as eu le courage de me dire ça, elle me dit, écoute, j'étais morte de peur à l'intérieur. J'ai passé une année horrible, j'ai eu super peur tout le temps pour toi, mais j'étais tellement contente que tu fasses un truc qui te porte comme ça, que je me suis dit que je pouvais pas t'empêcher de faire ça. Et c'est vrai, tu vois, je suis revenue, tous mes amis avaient déjà commencé leur boulot depuis 1 ou 2 ans, tout le monde était installé, et en fait, ma mère, en revenant, elle m'a dit, voilà, comment tu te sens, etc. Est-ce que je peux t'aider d'une manière ou une autre parce que c'est pas facile de se réinsérer à ce moment-là, t'as qu'une envie, c'est de te rebarrer. Et elle m'a pas jugée, à l'inverse de tous mes amis qui avaient 25 ans et qui, eux, me trouvaient un peu farfelue, quoi. Donc je pense que ça m'a aidée. Et cette éducation-là... C'est un truc que tu essaies de reproduire, Oui, toi? J'essaye. C'est pas évident, hein, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que t'as tes peurs et en fait, tu dois lutter contre tes peurs. Parce que t'as quand même envie que ton enfant s'en sorte et soit assez stable et soit pas dans la peur permanente. Oui, c'est ça. T'as pas envie qu'il soit précaire, t'as pas envie... Tu vois, je pense que j'ai... alors ma fille, elle est toute petite, elle a 6 ans, mais elle est très artiste dans sa manière d'être. Elle adore créer des choses et ce qu'elle aime faire tous les jours, c'est de me dire qu'elle fait des créations et elle me montre tout ce qu'elle fait. Elle a plutôt du goût, c'est esthétique. Alors c'est pas des colliers de pâtes, mais elle a beaucoup de goût pour plein de trucs, donc elle fait plein de choses manuelles. Et plus elle le fait, et elle fait des choses super belles, plus ça m'inquiète. Et moi qui voulais la voir, tu sais, faire du code, faire des maths, je suis une grosse ingénieure, aller dans des trucs hyper cartésiens, je la vois à l'opposé de tout ça. Je prends sur moi, et vraiment je me dis, alors donne-lui confiance en elle pour faire ces choses-là. Toi, t'as des peurs, essaye de concilier un peu les deux. Donc peut-être que tu peux l'envoyer à des cours de code, mais qui vont lui permettre de raconter des histoires autrement, parce qu'elle aime raconter des histoires. Donc j'essaye, tu vois, de concilier les deux, parce que je peux pas complètement étouffer ces peurs que j'ai. C'est-à-dire j'ai été freelance, j'ai été précaire, j'ai vécu un métier passion et j'ai vu comment j'en ai souffert, parce que c'était hyper dur. Donc j'essaye tu vois, je me dis, je vais la protéger quelque part de ça et je vais essayer de lui donner toutes les skills possibles pour qui peut le plus, peut le moins. Si elle a quand même un beau background et qu'elle a fait des choses, elle arrivera toujours à rebondir. Donc toi, pour ta fille, tu préférais qu'elle ait Polytechnique ou tu préférais qu'elle fasse des apps, qu'elle vende des applications à 16 ans? Dans le fond, effectivement, je préférerais qu'elle soit à Polytechnique. Ça, tu serais plus rassurée si elle était Je serais rassurée en tant que maman. Mais en fait, ce que j'essaye de lui apprendre, c'est à être débrouillarde. Tu vas être comme le chat. Tu vois, tu retombes sur tes pattes quoi qu'il t'arrive. Et ça, c'est ce que c'est pour ça que j'essaye de lui faire plein de choses. Et sans arrêt, je lui dis, c'est pas grave, l'échec est pas grave. Si t'arrives à rebondir, à faire des choses, moi, qu'est-ce que j'ai réussi? Je pense, le mieux, c'est peut-être à rebondir. Même si j'arrive pas très haut ou si, tu vois, je fais pas des exploits, j'ai pas une boîte de dingue ou quoi, mais
j'ai toujours réussi à rebondir et finalement à rebondir sur des choses qui me plaisaient. C'est-à-dire que j'ai fait 10 ans de journalisme et ça m'a plu, j'ai fait de l'entrepreneuriat et ça me plaît, et peut-être que demain je ferai complètement autre chose. Et c'est ce que j'essaye de lui donner. C'est le côté chat, quoi. Alors peut-être que j'arriverai pas à Polytechnique parce que j'ai peut-être pas... je sais pas comment lui permettre d'arriver à ce chemin-là, mais en tout cas, je vais essayer de lui donner l'impression que l'important, c'est de savoir... La résilience, c'est de savoir rebondir. Donc voilà. Être antifragile. Ouais. Tu vois le concept ou pas? Ouais, non, je vois pas le concept, mais En gros, c'est un bouquin de Nassim Taleb. Tu vois, la résilience, c'est comme le roseau, tu vois, tu le plies et ça revient à son état initial. Et antifragile, c'est quand tu appliques une force sur quelque chose et que cette chose devient encore plus forte du fait de ce que t'as fait, quoi. D'accord. C'est hyper mal expliqué, mais... Non, mais comment ça s'appelle? Antifragile. Non, comment il s'appelle Nassim Taleb. J'ai pas lu le livre, hein, donc vraiment, j'espère que j'ai bien expliqué le concept parce que je suis pas sûr du tout. Donc en gros, toi, tu referais pareil si c'était à refaire, quoi, ta vie là. Oui. Ouais. Moi, j'ai aucun regret. Bah c'est bien, donc ta mère a plutôt bien réussi. Ouais. Tu vois, mais en plus, quand je lui ai dit, c'est-à-dire, tu vois, j'ai quitté mon conjoint à 35 ans, j'ai quitté mon boulot, j'ai arrêté, tout. Je lui ai dit, maman, voilà, j'ai 35 ans, toi, tu me... Et t'es revenue habiter chez elle, non? Voilà. Donc je l'ai regardée, et je suis venue chez elle et je lui ai dit, écoute, tu te rappelles de ce que tu m'as dit toute mon enfance? Tu m'avais dit, l'important, c'est de pas avoir de regrets à 40 ans. Là, si je quitte pas toute ma vie, je vais en avoir. Donc, voilà. Est-ce que tu veux bien m'héberger pendant 1 an? Et elle m'a dit, bah écoute, effectivement, je t'ai dit qu'il fallait pas avoir de regrets à 40 ans. Tu veux venir avec ta fille chez moi? Bah viens. Donc, je suis revenue vivre avec ma mère. Du coup, c'était pour le meilleur. C'est quoi le futur, là, pour toi? Je n'ai pas de planning. Bah, on est deux comme ça. J'en avais beaucoup à l'époque et en fait, ça ne se réalise pas forcément. Et puis, tant mieux. C'est très bien. Ça m'a amené à plein d'autres choses. Tu vois, même d'avoir raté certaines choses, ça m'a amené à d'autres choses. C'est tant mieux comme ça. Je te dis, j'essaye vraiment d'être dans le rebondissement. Merci beaucoup, Candice. Merci, Antonin. C'est l'épisode le plus bizarre de Nouvelle École que j'ai fait depuis le début parce qu'il y a tout un podcast inversé au milieu, là. C'est vrai, et pourtant, c'est super intéressant. Bah, j'espère en tout cas. Parce que du coup, je te propose que le prochain podcast, ce soit le podcast d'Antonin Archer. Mais non, mais il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit ça, c'est Maëva Tordo. Et elle l'a fait? Non, elle l'a pas fait encore. Mais il faut le faire. Peut-être qu'on le fera, ouais. Je pense que ça va t'aider. M'aider? Ouais. M'aider à quoi? Ça va t'aider à sortir plein de choses et puis ça va certainement aider plein de gens. J'ai déjà mon psy, tout ça. Oui, mais c'est pas pareil. Non. Et les articles sur Internet. C'est pas pareil. Non, c'est vrai. On a peut-être un épisode Antonin alors, dans un prochain épisode de Nouvelle École. Ouais. Salut à tous. Donc après ce moment de malaise intense, je vous invite à vous abonner à Nouvelle École en allant sur nouvelleécole.org. C'est donc le site internet. Vous pouvez cliquer sur s'abonner et mettre votre petite adresse email pour recevoir la petite newsletter contenant chaque nouvel épisode. Si vous ne souhaitez pas recevoir d'email, ce que je peux comprendre, vous pouvez aller sur iTunes ou SoundCloud et chercher Nouvelle École et cliquer sur s'abonner. Ça m'aide énormément et puis ça vous permet d'entendre les nouveaux épisodes. Donc c'est gagnant. Merci à tous de suivre. Il y a du très bon qui arrive pour la suite. Mon but maintenant, c'est vraiment de faire grossir Nouvelle École et d'inviter des gens de plus en plus intéressants. Continuez à écouter. Merci beaucoup. À bientôt.